Comment construire un arbre de décision? Afin de déterminer la caractéristique sur laquelle nous devons diviser des données, en premier, on va évaluer chaque division possible dans l'arbre afin de choisir la division qui crée le score le plus élevé. Notre objectif est de diviser parfaitement la donnée. Si par exemple toutes les femmes ont survécu à l'accident et que tous les hommes n'ont pas survécu, la répartition sur le sexe, ce serait un choix qui serait fantastique, ce serait le meilleur choix possible. Dans la vraie vie, sur les jeux de données, ça se produit rarement, mais on va essayer de s'en rapprocher au maximum. En termes mathématiques, on va mesurer ce qu'on appelle le gain d'information. Alors, qu'est-ce que c'est que le gain d'information? C'est une valeur comprise entre 0 et 1, où 0, c'est une répartition qui est complètement inutile, et 1, c'est une répartition qui est parfaite, dont l'exemple de tout à l'heure. Donc, le gain, ça se calcule avec l'impureté de Gini ou l'entropie. Nous, on va voir uniquement comment le calculer avec l'impureté de Gini. Alors, on va commencer par regarder ce qui constitue un bon partage, et puis on va faire deux partages, deux splits dans le jeu de données du Titanic pour regarder un peu quels sont les effets, s'ils sont bénéfiques ou non. Alors, un bon partage. Qu'est-ce que c'est qu'un bon partage? Alors, on va essayer de diviser les données en fonction de l'âge. L'âge, c'est une valeur numérique. On va considérer que c'est un entier. On va choisir un seuil de fractionnement. Partons sur 30. D'un côté, dans notre arbre, on va se poser la question, est-ce que la personne a un âge inférieur ou égal à 30 ou supérieur ou égal à 30? En fonction de cette répartition, on voit que les gens qui ont moins de 30 ans, il y en a 197 qui ont survécu, 328 qui sont décédés, 145 qui ont survécu les plus de 30 ans, 217 qui n'ont pas survécu. Des deux côtés, ça nous fait à peu près 40%. Ça ne nous aide pas beaucoup. On n'a rien gagné à diviser les données de cette façon. Regardons une nouvelle séparation. Cette fois-ci, sur le sexe. On voit que du côté des femmes, il y a quand même une immense majorité qui a survécu, alors que chez les hommes, c'est l'inverse. Donc ici, on a deux répartitions qui sont vraiment différentes. Après avoir fait cette découpe, les proportions ne sont plus les mêmes. C'est exactement ce qu'on recherche. On veut avoir une sorte d'homogénéité, on va appeler ça la pureté de chaque côté. Idéalement, dans un monde idéal, on souhaiterait envoyer les personnes qui ont survécu d'un côté et toutes les personnes qui n'ont pas survécu de l'autre. On va regarder la mesure mathématique de la pureté pour calculer le gain d'information. Important, si l'on choisit bien la feature ou caractéristique sur laquelle se fait la division, chaque côté de la division est pur. Pur, c'est tous les points de données appartiennent à la même classe, c'est-à-dire ils ont survécu ou alors ils n'ont pas survécu. Mais les deux ne sont pas mélangés. Pas mélangés égale pur. L'impureté de Gini, c'est une mesure de la pureté d'un ensemble. Nous verrons plus tard comment l'utiliser pour calculer le gain d'information. Alors, nous calculons l'impureté de Gini sur un sous-ensemble de nos données en fonction du nombre de passagers ayant survécu et du nombre de passagers n'ayant pas survécu. C'est une valeur qui est comprise entre 0 et 0,5. 0, c'est quoi? C'est une pureté totale. Tous les membres de ce sous-ensemble appartiennent à la même classe, alors que 0,5, c'est une impureté totale. On a à peu près 50-50 en répartition de gens qui ont survécu et pas survécu. Alors, si on part du principe que P, c'est le pourcentage de personnes qui ont survécu, logiquement, 1 moins P, c'est le pourcentage de personnes qui n'ont pas survécu. La formule de Gini, donc qui va nous donner une valeur située entre 0 et 0,5, est la suivante. L'impureté de Gini, c'est 2 fois la probabilité de survivre fois 1 moins P, la probabilité de survivre. 2 fois la probabilité de survivre fois la probabilité de mourir. P étant compris entre 0 et 1. Voilà à peu près la courbe à quoi elle correspond.
Et ici, c'est le mix. C'est le pourcentage de personnes ayant survécu dans le sous-ensemble. Si personne n'a survécu, alors la pureté de Gini, c'est 0, c'est complètement pur. Si tout le monde a survécu, c'est 0, c'est complètement pur. En revanche, plus on se rapproche du 50-50, plus on est proche de la valeur 0,5 qui correspond à une impureté totale. C'est parti. Ce qu'on va faire maintenant, c'est calculer l'impureté de Gini pour nos deux exemples. On va démarrer avec l'âge. Donc on va utiliser notre formule sur le split numéro 1, donc qui est l'âge de 30 ans. Alors, donc c'est 2 fois la probabilité d'avoir survécu, 197 sur l'ensemble, pardon, fois la probabilité de ne pas avoir survécu, 328 divisé par l'ensemble. On est très proche de 0,5, c'est hautement impur. La même chose pour la partie de droite. Okay. L'ensemble, c'est 145 plus 217. 145 ont survécu, 217 n'ont pas survécu. Encore une fois, on est très proche de 0,5, c'est hautement impur. Calculons l'impureté de Gini pour le deuxième split sur le sexe. Les femmes à gauche, les hommes à droite. C'est parti, 2 fois la probabilité d'avoir survécu, fois la probabilité de ne pas avoir survécu. On a 0,3828 et 0,3081. Ces deux valeurs sont largement plus petites que le fractionnement sur l'âge. On a donc un meilleur fractionnement sur le sexe qu'avec l'âge à 30 ans, puisqu'on est ici beaucoup plus proche de 0 que ces deux valeurs-là. Bon, actuellement, on a deux valeurs, c'est-à-dire qu'on a une valeur pour la gauche, une valeur pour la droite, c'est pas hyper pratique. Le gain d'information qu'on va calculer juste après, ça consiste à combiner ces deux valeurs. Alors, c'est parti. Imaginons qu'on a un ensemble, S, qu'on divise en deux sous-ensembles, A et B. C'est-à-dire que S, c'est égal à le sous-ensemble A plus le sous-ensemble B. Alors, H, ici, donc la formule, elle est là. H, c'est la mesure d'impureté. Donc, nous, ici, on va utiliser l'impureté de Gini, mais on pourrait utiliser l'entropie, comme je le disais tout à l'heure. S, donc c'est le regroupement de A et B, et les barres ici, valeur absolue de A, ça représente l'univers de A, c'est le nombre d'éléments de A. Okay, donc ça c'est le nombre de points dans A divisé par le nombre de points dans S, le nombre de points dans B divisé par le nombre de points dans S, l'impureté de cet ensemble, ici l'impureté de A et ici l'impureté de B. Regardons un peu ce qui nous manque. Donc tout à l'heure, on a calculé l'impureté de ce côté-là, l'impureté de ce côté-là, c'est-à-dire ça, ça, mais on n'a pas encore calculé l'impureté de l'ensemble, c'est-à-dire ici, avant la division, eh bien il faut que je détermine l'impureté initiale, avant le split, qui correspond à cette partie-là de l'équation. On a 887 passagers, il y en a 342 qui ont survécu et 545 qui n'ont pas survécu. 342 sur les 887 ont survécu, probabilité de survivre. 545 sur les 887 n'ont pas survécu. Avant séparation, l'impureté initiale est très proche de 0,5. On va réutiliser les valeurs que l'on a calculées précédemment. Ça vient là. Celle-ci, on l'a calculée tout à l'heure dans le slide précédent, on la réinjecte là. Et celle-ci, on l'a calculée précédemment, on la réinjecte là. En suivant cette formule, on obtient donc un gain d'information qui est très proche de 0. Cette valeur, elle est hyper faible. Ça signifie qu'on tire vraiment très peu de profit avec cette division. Passons à la division suivante. Division numéro 2 sur le sexe. On utilise toujours la même formule. Bon, là, on vient de le calculer à nouveau. C'est la formule précédente, ça n'a pas bougé.
Ici, on part du même jeu de données, donc l'impureté de ce bloc-là est toujours à 0,4738. Comme précédemment, on va réutiliser nos calculs du slide d'avant, l'impureté de Gini que l'on a calculé pour ce bloc-là et pour ce bloc-là. On obtient un gain d'information qui, lui, est meilleur dans la mesure où tout à l'heure on était très proche de 0 et là on est à 0,1393. Voilà. Le travail qu'on vient de faire, en fait, ça consiste simplement à comparer deux répartitions, deux divisions possibles. Pour déterminer la meilleure division possible, il faudra le faire pour l'ensemble des divisions, pour tous les âges de, par exemple, 1 à 99, pour toutes les classes, pour tous les tarifs de tickets. Ça nous fait beaucoup de calculs. Heureusement, on ne va pas les faire à la main. Un ordinateur et une boucle, ça va nous permettre de nous sauver la mise. Alors, avantages et inconvénients des arbres de décision. Deux volets. Le premier volet est calculatoire. Alors, lorsqu'on parle de quantité de calcul requise pour un algorithme d'apprentissage automatique, on le sépare généralement en deux parties. Première partie, c'est la quantité de calcul requise pour construire le modèle. La deuxième, c'est la quantité de calcul requise pour prédire avec ce modèle. La construction d'un arbre de décision, c'est très coûteux en termes de calcul. C'est dû au fait qu'à chaque nœud, on essaye chaque feature et chaque seuil comme une division possible. Donc ça nous fait beaucoup de calculs. On doit calculer à chaque fois l'impureté, avec Gini ou l'entropie, et ensuite le gain d'information pour chacune de ces divisions. C'est une opération qui est très coûteuse en termes de calcul. En revanche, quand on utilise un arbre de décision pour faire de la prédiction, là, c'est vraiment très peu coûteux en termes de calcul. Il suffit de se poser une série de questions, oui ou non, sur le point de données qu'on est en train d'analyser, et on arrive, en se baladant dans l'arbre, à une prédiction. Le temps de calcul de la prédiction, il nous importe vraiment beaucoup plus que le temps de construction de l'arbre. Les prédictions, elles doivent souvent être effectuées en temps réel pendant qu'il y a un utilisateur qui attend de l'autre côté de l'ordinateur. Deuxième aspect sur les avantages et les inconvénients, c'est l'interprétabilité. Une des principales raisons pour choisir les arbres de décision, c'est qu'ils sont facilement interprétables. Lorsque vous construisez un modèle, vous pouvez avoir besoin de donner une raison pour laquelle vous avez fait une certaine prédiction. Une personne non technique peut interpréter un arbre décisionnel. Il est donc facile de donner une explication à une prédiction. Et enfin, un exemple. L'exemple de l'explication, vous allez le comprendre ici, c'est parfois particulièrement importante, dans certains cas légaux ou juridiques. Dans une banque, si vous disposez d'un modèle pour prédire si une personne peut ou ne peut pas contracter un prêt, il est vraiment important de pouvoir expliquer pourquoi le modèle a pris cette décision. À défaut, vous pourriez être accusé de cacher des pratiques discriminatoires, ce qui est interdit et ce qui ne serait pas éthique.